Voici le sommaire de ce magazine d'information. Coup de fatigue chez les journalistes, les évanouissements se multiplient sur les plateaux de télévision. 2 présentatrices tombent en syncope en direct en une semaine. Y aurait-il surmenage, entretien confraternel avec un enfant devenu maître de la télévision? Abdoulaye Ndiaye, ancien présentateur vedette à l'ORTS puis la RTS, est aujourd'hui formateur au CESTI. Coin éco, le transport aérien, un levier pour le décollage économique. Entretien Coin éco, ce sera l'affaire de Mamadou Ndiaye qui recevra Ibra Biranwan, expert de l'aviation et directeur général du groupe Aviation et Compagnie. Bouillon Culture, focus sur les instruments de musique traditionnels africains. Ils résistent au temps et sont remplis d'histoire en plus du bon son. Ailleurs à Kolda nous accueille avec une calebasse de lait. La filière laitière se porte de mieux en mieux dans le Fouladou. Le diplomate s'appelle René Lake. L'analyste politique basé aux États-Unis nous parlera, entre autres sujets, des déclarations fracassantes du président Trump à l'occasion de la fête de l'indépendance. Il y a plus de blancs tués par la police que de noirs, soutient le chef de la Maison-Blanche. Tranche de vie, nous vous proposons un extrait d'un documentaire d'ITV sur la vie d'Ousmane Tanor Dieng. Le 15 juillet 2019, le secrétaire général du PS décédé en France. Et puis, portrait animalier, un insecte tout petit, 12 à 21 mm de long, mais dont la piqûre fait de gros dégâts. La cantaride ou wank en wolof. Kessendour nous en dira davantage. Bienvenue. 2 jeunes présentatrices de JT ou d'émissions à la télévision qui tombent en syncope. Cela s'est passé en une semaine. Plus de peur que de mal, mais l'alerte est là. Y a-t-il un coup de fatigue, un surmenage chez les journalistes? C'est un dossier signé Awa Diop. L'émergence de nouvelles façons de produire et de consommer l'information a depuis peu modifié la pratique du métier de journaliste. Un changement avec son lot de conséquences sur le bien-être des journalistes. Et le fait d'accumuler également tous les travaux de la boîte peut causer problème. Également, ça joue parce qu'on ne peut pas aller faire un journal à la radio, aller encore à la télé, sortir pour faire un reportage ou bien faire encore des sorties ou autres sur le net également. Si on allie toutes ces choses-là, je pense que ça peut dégénérer et je pense que également il y a le rôle de la rédaction sur ça. Je pense qu'il faut essayer d'alléger également les journalistes, essayer de savoir d'alléger ou bien de savoir faire la distribution des rôles, des tâches également dans les rédactions. Je pense que ce serait mieux. Une demande croissante de polyvalence, certes, mais au SAMPIX, l'on rappelle encore l'obligation de maîtriser les quantums horaires qui régissent ce métier. Le journaliste est un travailleur comme tout autre travailleur. Son métier est régi par des textes, notamment par la convention collective, que j'invite vraiment tous les journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias que j'invite donc à lire. Parce que si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas les revendiquer. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, évidemment, nous sommes tenus d'assurer un certain nombre de quantums horaires minimum de 40 heures par semaine, comme tous les travailleurs du Sénégal, à raison de 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Dans ces conditions de travail, la responsabilité du journaliste est engagée, certes, mais celle des directions des médias également. Il faudrait aussi que les journalistes pensent à eux-mêmes, ou que les travailleurs des médias de façon générale, quand je dis journaliste, je parle de tout le monde. Je parle du journaliste, je parle du caméraman, je parle du technicien. Il faut qu'ils pensent un peu aussi à leur santé, d'autant que la plupart des maisons de presse ne respectent pas la convention, en ce sens qu'elles ne payent pas les heures supplémentaires comme elles devraient. Et même si on paye les heures supplémentaires, il n'empêche, le journaliste, c'est un être humain. Donc il a besoin quand même d'heures de repos. Donc même si on est en mesure de payer les heures supplémentaires ou de payer les primes de panier, comme on le dit,
il n'empêche qu'on doit aménager aux journalistes assez d'heures de repos afin qu'ils puissent préserver sa santé. Surcharge de travail, lourdeur des tâches, le burn-out semble gagner la presse de jour en jour. Les responsabilités sont partagées dans ce qui peut refléter un malaise dans les rédactions. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Abdoulaye Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Vous êtes journaliste et grand journaliste même, Merci beaucoup. Formateur au CESTI. Tout à fait. Abdoulaye, y a-t-il des exemples d'évanouissement en plein JT ou émission à votre époque? Il en est arrivé rarement, mais je pense qu'il en est arrivé quand même à la RTS de l'ancien temps. Oui. Je ne veux pas citer le nom de la personne qui en avait été victime, et je crois que si mes souvenirs sont exacts, il s'agissait d'ailleurs d'une dame à l'époque. Oui. Ceci dit, cela correspond simplement au fait qu'on entre tous dans ce métier par passion. On sait que les rédactions, c'est comme des unes à feu continu. Il demeure évident que les gens qui y sont s'y impliquent peut-être à un niveau tel que par moments, ils oublient même leur propre personne. Tellement l'envie d'être à l'intérieur, surtout quand on commence ce métier. Vous l'avez vécu, Mamadou, comme moi et bien d'autres personnes. Et cela a beaucoup contribué peut-être à donner une sorte de surcharge de travail aux jeunes, au point qu'ils finissent parfois par perdre carrément la capacité à pouvoir, disons, je ne dirais pas gérer leur santé, mais à pouvoir parfois se reposer et se recharger, se redonner une charge en batterie pour pouvoir repartir. Oui. Mais la télévision demande la fraîcheur. Ça demande la fraîcheur, oui. Et ça demande également par moments des ruptures nécessaires pour prendre un peu de recul, se refaire et revenir en force. Vous voyez, par exemple, dans la présentation du journal de 20h, ce n'est pas pour rien que l'on a souvent choisi un bon présentateur du lundi au vendredi, et ensuite, il est relayé par une autre personne du vendredi au dimanche. Ouais. Ce qu'on appelle d'ailleurs les jockeys, comme on les appelle. Ouais. Ça fait partie des pratiques qui sont nécessaires. Comme ça, le premier présentateur a la possibilité de prendre du repos, de se rafraîchir un peu, de remettre des idées dans sa tête, d'observer de loin, ensuite de revenir aussitôt la semaine d'après pour entamer avec beaucoup de ténacité et beaucoup d'allant pour pouvoir bien faire un journal. Je crois que ça fait partie des éléments essentiels d'ailleurs pour pouvoir être un journaliste équilibré dans ce qu'on fait. Vous parliez tout à l'heure d'une dame qui en avait été victime à l'époque, à la RTS. Ces deux jeunes femmes aussi cette semaine qui en sont victimes à la CNTV, à Walf TV. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de féminisation de ce phénomène? Je ne crois pas. Ça aurait pu bien également arriver à un homme, probablement. Ouais. Mais il demeure évident que peut-être, vous savez, il y a plein de choses qui montent en adrénaline quand on est en télévision. Ouais. Ces dames qui ont été victimes de ces sortes de malaises, probablement qu'elles étaient dans des postures de déséquilibre, probablement. Ces postures de déséquilibre les ont peut-être poussées à un moment ou à un autre à complètement fléchir. Mais ça, c'est quelque chose qui est humain, qui peut arriver à n'importe quelle personne. Maintenant, je crois que... c'est des alertes, Abdoulaye. Ce sont des alertes. Oui. Et je pense que ce qu'il faut revoir, à mon avis, c'est l'utilisation rationnelle des journalistes au niveau des rédactions. Je vois le responsable du Synpix disant que les journalistes sont des humains. Il a parfaitement raison. Mais le journalisme est quand même un métier à obligation permanente. On a le sentiment qu'on est passionné. Vous avez les directs, vous imaginez des directs sur des événements où il y a une continuité absolue pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Ça vous est déjà arrivé, Mamadou, d'assurer des directs sur des événements qui faisaient qu'on était obligé d'être là et de ponctuer l'histoire, de raconter, d'être les témoins de quelque chose. Alors, cette passion, parfois, habite plein de personnes. Mais ceci dit, il faut rationaliser et savoir comment utiliser maintenant dans les rédactions les jeunes, aussi bien les demoiselles, les dames que les garçons, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres, non seulement de bien s'assouvir quand ils sont dans la posture d'être dans un excès, mais de pouvoir également prendre du recul et réfléchir et également augmenter leur culture, leur connaissance. On ne peut pas être dans une rédaction du lundi au lundi et dire qu'on a le temps de pouvoir aller acquérir des connaissances nouvelles qui viennent renforcer vos connaissances. La lecture, s'évader parfois aussi. Mais il faut s'évader parfois et préparer les bonnes émissions en ayant la possibilité de lire les bons ouvrages pour pouvoir revenir. Parce que c'est ce qui se passe ailleurs. Donc nous aussi, nous avons besoin de ça, je crois, par moment. Oui, journaliste. D'abord, vous avez fait les plateaux, présentateurs vedettes. Aujourd'hui, vous formez des étudiants en journalisme, notamment dans le domaine de la présentation. Mais est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour la présentation du JT? Je dis souvent, Mamadou, le meilleur des styles pour chaque journaliste, c'est d'avoir son propre style. Il est évident qu'un journal télévisé, c'est un travail de groupe. C'est des interstices, comme on dit, de personnages qui apportent quelque chose qui contribue à faire de la valeur ajoutée. Le présentateur, il n'a qu'une fonction d'intermédiation.
Si la valeur du journal ne dépend que de celui qui présente, cela ne suffirait pas. Il faut que les éléments de contenu corroborent un peu la capacité que le journaliste a de présenter son journal. L'écriture simple, le rythme qu'il imprime, la manière dont il a ordonné son journal, les éléments qu'il a sélectionnés. Aujourd'hui, avec la digitalisation de tous les éléments rubriques qui interviennent, les directs qu'il faut savoir envisager, tout cela assaisonné permet de donner une bonne force à un journal de 20 heures, qui est l'institution par définition. Vous l'avez vécu, Mamadou, le journal de 20 heures. Donc cela contribue à faire un journal de 20 heures. Mais ceci dit, il faut que l'on sache que le journaliste présentateur, il a un style, il peut avoir beaucoup de potentiel pour pouvoir présenter, mais il porte le travail de toute une équipe. Et que le rythme qu'il imprime dépend de la qualité des éléments de contenu qu'on lui donne. Ouvrir un journal sur un fait divers, quand le fait divers est un élément marquant, paraît plus utile que d'ouvrir un journal sur un fait qui n'est pas un fait divers, mais qui n'entraîne pas. Ce que les Canadiens appellent l'aguiche. Il faut savoir aguicher aussi bien dans un reportage que dans la présentation d'un journal. Oui. Alors donc, il y a effectivement un rythme à donner, il y a un bon profil à mettre. Il faut également être à la hauteur de ce qui vous regarde. Oui. Parce que c'est quand même important. On parle simplement en télévision, mais on parle à des gens qui peuvent vous comprendre. À chaque fois qu'on a envie de parler au-delà de ce que les gens comprennent, les gens ne vous comprennent plus et au fond, il y a un décalage entre vous et ceux qui vous regardent. Oui, ce n'est pas pour rien qu'on parle de présentateur vedette, mais comment entretenir sa vedette, sa star? Moi j'appartiens à une génération où les gens étaient des présentateurs qui, à l'époque, il y avait une seule télévision. Nos rapports avec le public n'étaient pas des rapports de vedettariat. Nous avons vécu simplement et humblement les fonctions que nous avions. Dans le 20 heures, je pense aujourd'hui à plein de personnages qui me reviennent à l'esprit, qui ont été de grands messieurs, qui ont incarné le journal de 20 heures. Je vous parle de nommer mes autres confrères parce que je vais en oublier certains, mais ils se reconnaissent à travers moi et on sait de quelle génération il s'agit. Tout à fait, oui. Mais il est de grands présentateurs, de grands présentatrices. Ouais. Ils avaient des styles propres. Individuel pour chaque personne. Ils avaient une humilité dans les rapports qu'ils avaient avec le téléspectateur. L'humilité, qui est un élément important en télévision. Car au-delà de l'humilité, on devient complètement un personnage, je ne dirais pas atypique, mais un personnage qui perd complètement sa capacité à savoir qu'il est comme les autres, sinon il parle à des gens qui peuvent être plus intelligents que lui. Donc l'humilité, elle est nécessaire. Il est un peu le prolongement de tout un travail qu'on fait sur soi afin d'être accepté par l'autre. Vous savez, la télévision a une fonction essentielle, Mamadou. Elle crée ce qu'on appelle une proximité égalitaire. En télévision, ce ne sont pas des personnes qui vous regardent, mais c'est chaque personne qui vous juge. Donc c'est l'addition des jugements de beaucoup de personnes qui permet de pouvoir vous définir en tant que quelqu'un qui parle en public, qui vous reçoit et vous accepte. Il peut y avoir des rejets aussi systématiquement en télévision. Mais donc pour dire que le vedettariat n'avait pas atteint ce niveau qu'il a atteint aujourd'hui, parce que nous le vivions comme étant des fonctions simples. Moi j'étais un banlieusard, un Rufisquois. Oui. Je vais vous faire une confidence et je le fais aujourd'hui publiquement devant vos caméras. Merci. Il m'a demandé de faire le journal de 20 heures et de devoir me bousculer dans les transports publics pour rentrer chez moi. Et je peux même vous dire qu'il est arrivé souvent que l'on soit victime à l'époque, on nous assimilait à un système. Et il est évident que par moment, à travers nos personnes, nos modestes personnes, nous qui étions que des simples journalistes, les gens pouvaient par moment choisir le moment ou leur période, si vous voulez croiser dans des espaces publics, pour pouvoir penser ou pouvoir dire ou pouvoir exprimer des sentiments qui leur sont propres, parce qu'ils vous assimilent à un système. Mais ceci dit, c'était normal. Il a fallu qu'il y ait des évolutions pour qu'on dépasse ça. Et vous étiez quand même des vedettes. Vous voulez dire que le charme aussi, quelque part, du vedettariat, puisqu'on n'y peut rien, c'est la magie de la télévision, c'est aussi de se mouvoir dans la foule, de vivre en homme simple, en femme simple. Il est assez difficile de pouvoir être à ce niveau net. Il est évident qu'une fois que vous êtes à la télévision, que les gens vous identifient, il va y avoir vos rapports avec le public, aussi bien des rapports de regard, des rapports d'appréciation ou même de rejet. Mais vous en êtes tellement conscient que la meilleure façon pour pouvoir vivre votre vie, c'est de vous dire qu'au fond, vous êtes quelqu'un qui a été obligé par moment d'être dans les salons des personnes, d'intégrer des maisons, d'être devant tel ou tel machin, mais qu'au-delà de tout ça, vous ne cessez pas d'être une personne normale, simple, qui continue à vivre sa vie normalement. Oui. Parce qu'en France, par exemple, les grands présentateurs, ils sont, ou bien ailleurs, ils sont des gens identifiés, connus comme tels, mais bon, les rapports avec le public sont des rapports de reconnaissance, et puis point barre, quoi, et la vie continue. Oui, et l'humilité, la froideur de la tête, sans chercher à justifier ce qui s'est passé, puisque le prétexte de l'entretien, c'est ce coup de fatigue. Est-ce que c'est ça aussi qui vous permet
voilà, d'avoir toujours cette fraîcheur. Est-ce que c'est le secret aussi quelque part? Ça fait partie des secrets. Oui. Et je pense qu'un journaliste doit être un homme d'équilibre. Quand on est un homme public, on doit être un homme très équilibré. Et l'espace dans lequel on évolue est un espace où chaque chose est importante dans vos rapports avec cette chose-là. Les personnes qui vous regardent, les enfants, les femmes, les grandes dames et tout le monde. Et là, quand vous apparaissez comme quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui a un ton très convivial dans ses rapports avec son public, vous finissez par être accepté. Et souvent, on peut interpréter une personne. Il y a des gens qui incarnent une certaine timidité à l'antenne. Il est arrivé que les gens les acceptent ou les reçoivent pensant que c'est une forme de dédain, ce qui ne l'est pas. Et dans une culture sénégalaise où on aime bien regarder la personne à travers ses lunettes pour deviner ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas ou ce qu'il peut penser, Mamadou, il est souvent difficile dans un grand écart de faire un travail d'équilibre. Mais il faut tendre vers ça et tendre à être accepté par ceux qui vous regardent, ceux qui vous apprécient ou ne vous apprécient pas. Le dernier mot, Abdoulaye, quel regard jetez-vous aujourd'hui sur l'audiovisuel sénégalais et africain de manière générale? Je pense qu'il y a eu de bonnes évolutions, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut redimensionner la pratique professionnelle dans nos audiovisuels en Afrique. Je pense que les journalistes ont une fonction, notre job est traversé par d'autres nouveaux métiers qui sont venus se greffer. Nous avons besoin de nous réajuster. Aujourd'hui, quand Mamadou gère une structure de radio et de télé, il travaille à mettre en place un certain nombre de structures qui se joignent, se complètent et s'équilibrent. Le journalisme citoyen existe à travers les réseaux sociaux, la télévision est restée ce qu'il est, mais pour ce qui est essentiel, il nous faut rester fidèles à ce qui fait notre job en tant que journaliste. Le respect des éléments qui structurent nos pratiques. Les pratiques rédactionnelles doivent être les mêmes. On ne doit jamais déroger à cela. Ensuite, l'espace que nous avons, c'est un espace où la télévision montre et démontre et pas uniquement des espaces de palabres comme on a l'habitude de le voir partout. Et ensuite, je lance une pierre dans le champ d'un certain nombre de trucs. Oui. Les politiques sont devenus très envahissants, non pas par la qualité souvent du débat qu'ils nous imposent, mais par le manque, je dirais, d'épaisseur de ce qu'ils nous proposent. Il nous faut aller au-delà de ça et savoir être sélectif, choisir les meilleurs. La télévision est un environnement où ceux qui y sont apportent quelque chose qui serve aux gens qui regardent ou aux gens qui écoutent. Donc, il y a un effort à faire, aussi bien chez nous qu'en Afrique, parce que c'est partout la même chose que l'on constate. Les journalistes devraient travailler, surtout la jeune génération. Il faut s'équilibrer par la culture, la connaissance, la bonne préparation et savoir que la télévision, pour le journaliste, c'est un travail de terrain. Nous avons pendant de nombreuses années été des journalistes sur le terrain, nous avons parcouru le Sénégal, nous avons fait tous les types de reportages et ce n'est que plus tard que nous sommes venus pour être des personnes identifiées à l'antenne pour pouvoir faire des journaux. Donc je pense qu'il faut ramener ça à la pratique professionnelle. Et dans ce cas précis, je salue les efforts qui sont faits pour qu'il y ait de bons documents dans des chaînes comme les vôtres où on sait qu'il y a nécessité pour la télévision d'aller à la recherche d'images qui dépaysent, d'images qui plaisent, d'environnement, de situation qui pousse celui qui regarde à pouvoir se dire tiens, je suis en train de m'informer sur tel ou tel type de situation. Et ne jamais se limiter uniquement à des propos. Les propos sont une chose, le débat démocratique peut exister à la télévision, mais travaillons à montrer, à démontrer davantage. Merci. Merci Abdoulaye Ndiaye, je vous remercie un enfant de la télévision, devenu un maître, une belle trajectoire. Merci. Longue vie merci à vous et bonne continuation Abdoulaye Ndiaye. Merci. Merci et bonne soirée chez vous. Coin Éco, la rubrique économique de ce magazine d'information La Totale dimanche, prendre l'avion, découvrir des pays, des cultures différentes, s'évader. On ne retient souvent de l'aviation civile que le côté loisir. Et pourtant, le secteur des transports aériens est un levier de décollage économique. Voyons la situation en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Ce dossier est signé Oumou Kalsoumba. Dakar, hub international, reliant l'Afrique de l'Ouest au reste du monde, c'est l'objectif du président Macky Sall, une ambition loin d'être fortuite, car le secteur des transports aériens est un moteur de croissance pour une économie. Le secteur des transports aériens qui regroupe le transport de personnes, d'individus, mais aussi le transport de marchandises, c'est-à-dire les fret, peut avoir une contribution très importante dans une économie, notamment dans la création de richesses. Au Sénégal, on sait que c'est un secteur qui contribue pour beaucoup, mais aussi dans la création d'emplois.
Donc c'est un secteur à fort potentiel de création d'emplois. Lorsque par exemple on prend l'évaluation du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent sur la période 2014-2018, on voit que c'est le secteur des services qui a contribué pour plus de 61% de la création de richesses au niveau national. Une position géostratégique, sa stabilité politique, une compagnie aérienne Air Sénégal ou encore un nouvel aéroport inauguré en décembre 2017, un ensemble de facteurs propices à la prospérité du secteur sénégalais des transports aériens. Maintenant, au Sénégal, il y a eu des investissements importants dans le secteur des transports aériens. C'est d'ailleurs ce qui justifie tout le soutien que l'État a apporté à ce secteur durant la crise. Voilà, parce que il y a essentiellement 3 faits majeurs. Le premier, c'est l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne. 2 900 000 voyageurs en 2018. On est passé à 2 400 000 voyageurs en 2019 avec une projection de 3 millions de voyageurs pour 2020. Donc avec la crise, c'est certainement peine perdue. Ensuite, si on voit les aéroports régionaux, malgré toutes ces performances dans le plan Sénégal émergent, le secteur apparaît comme un marché d'avenir au potentiel encore sous-exploité. Alors, comment profiter pleinement des atouts de ce secteur économique stratégique? Il faut non seulement un écosystème, mais il faut aussi réfléchir à la transformation structurelle de l'économie. Parce que nous avons récemment mené une étude en essayant de voir un peu ce qui a été à l'origine de la transformation structurelle des économies asiatiques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette transformation structurelle était essentiellement due au secteur manufacturier. Donc dans le secteur manufacturier, voilà, c'est des biens échangeables, c'est des biens à haute valeur ajoutée, voilà, c'est des biens qui peuvent disposer en tout cas d'économie d'échelle. Donc quand on a comparé aux pays africains, on s'est rendu compte que pour les pays africains, la transformation structurelle ne passera peut-être pas par les industries manufacturières, mais ce qu'on a appelé les industries sans cheminée. Le transport aérien, généralement pourvoyeur d'emplois, créateur de richesses et de valeur ajoutée, est aujourd'hui durement affecté par la pandémie de Covid-19. 4 à 5 milliards de dollars, c'est ce qu'aurait coûté le coronavirus aux compagnies aériennes depuis le début de la crise en décembre. Nous recevons Ibra Biranouane, expert de l'aviation et directeur général du groupe Aviation et Compagnie. Bonsoir, Ibra. Les plans de vol succèdent aux annulations de vol sans que rien de précis ne se dégage pour une reprise effective des dessertes aériennes. C'est à croire que l'envol n'est pas pour demain, puisque des pays sont blacklistés quand d'autres s'efforcent de répondre aux standards internationaux avec l'espoir d'ouvrir le ciel aux vols commerciaux. L'aviation civile a été la victime collatérale de la crise sanitaire, clouant au sol avions, équipages, personnel navigant, tours de contrôle, lignes long courrier, fret, agences de voyage, voyageurs et constructeurs, ainsi que des centaines de milliers de PME sous-traitantes dans le monde. Comment cette crise a été vécue ou est encore vécue? Merci. Je voudrais, si vous permettez, d'abord essayer d'expliquer un peu ce qui se passait avant. Durant la période anté-Covid, le transport aérien était très florissant. Ces dernières années, les compagnies aériennes membres de l'IATA, globalement, gagnaient beaucoup d'argent. En 2019, le chiffre d'affaires global de ces compagnies aériennes, qui contrôlent à peu près 85% du transport aérien mondial, était de 567 milliards de dollars, avec un bénéfice de 26 milliards de dollars, globalement. Ça, c'est avant le Covid. Durant l'année 2020, les prévisions des compagnies aériennes, les prévisions de l'IATA, plaçaient le bénéfice global des compagnies aériennes à un niveau d'à peu près 29 milliards de dollars. Aujourd'hui, à partir du mois d'avril, les études menées par IATA à partir du mois d'avril et du mois de mai passé indiquent une perte des compagnies aériennes de l'ordre de 314 milliards de dollars à l'horizon de décembre 2020. Énorme. Vous voyez donc un vrai crash. Un vrai crash, véritablement. Et cela veut dire donc qu'à partir du mois de mars
au moment où l'épidémie, enfin le virus est devenu, on ne parlait plus d'épidémie, on parlait plutôt de pandémie, et que ça s'est donc dispersé dans le monde, à partir de ce moment-là, les gouvernements, tous, collectivement, ont commencé à fermer leur espace, fermer les frontières et à confiner les pays pour prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette pandémie. On n'a pas fermé les frontières aériennes notamment parce qu'on souhaitait faire une action contre le transport aérien. Non. Ce qui s'est passé, c'est que la lutte contre la pandémie a eu un effet par ricochet sur le transport aérien. L'activité était à l'arrêt. Le transport aérien et le tourisme, pris collectivement, sont les secteurs qui ont été les plus négativement impactés par cette pandémie, qui le sont d'ailleurs toujours. Aujourd'hui, le déconfinement a commencé, l'assouplissement des mesures restrictives des libertés a commencé au niveau de la plupart des États, et nous assistons à des ouvertures des frontières aujourd'hui, mais de manière séquencée, parce qu'il n'y a pas une coordination mondiale dans ce domaine-là. Ce qui fait que certains pays ont décidé d'ouvrir à la fin du mois de juin, d'autres n'ont pas encore ouvert. Certains autres, comme le Sénégal, ont décidé d'ouvrir en mi-juillet. Ce qui fait que donc... Et avec des espaces qui sont interdits également à certains, application de la règle de la réciprocité. Oui. Bon, moi je n'utiliserai pas les mots interdits. C'est vrai qu'effectivement, ces choses-là créent un peu d'émotion au niveau de l'opinion publique, etc. C'est des choses normales. Mais c'est des choses normales. Vous voyez, on se trouve dans une situation où tout était fermé. Oui. En fait, on est dans une situation de déconfinement, donc de reprise de l'activité. On retrouve notre liberté, on retrouve la liberté de circuler. Mais ça se fait de manière graduelle. Donc si certains États disent que voilà, nous allons ouvrir progressivement. Vous savez, ici au Sénégal, on a été à une situation où on ne pouvait même pas circuler entre les régions. Moi, je ne pouvais pas aller à Saint-Louis, vous non plus. Maintenant, on peut le faire. Ensuite, aujourd'hui, moi, j'ai de la famille en Mauritanie, je ne peux pas aller les visiter parce que la Mauritanie est encore fermée. J'ai de la famille à Abidjan qui ne pouvait pas venir me visiter avant le 15 juillet parce que la Côte d'Ivoire a ouvert le 1er juillet alors que le Sénégal était encore fermé. Chaque pays adopte des mesures qu'il juge les plus à même de pouvoir l'aider à régler la crise et à lutter contre cette pandémie. Cela veut dire que si maintenant nous nous déportons sur le transport aérien comme levier économique, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a même pas encore d'amorce de reprise? Si, parce que durant cette période de pandémie, il convient quand même de souligner que les États, la plupart des États, ont aménagé ce qu'on appelle des couloirs aériens qui permettaient de rapatrier les ressortissants de ces États bloqués à l'étranger. Oui. Donc des vols spéciaux ont été autorisés dans le cadre d'évacuation sanitaire, de rapatriement ou de transport de marchandises. Oui. Donc l'activité était contractée, contenue, mais elle existait encore. Timidement. Très timidement, bien évidemment. Oui. Elle va reprendre progressivement en fonction des décisions des États, d'ouverture plus ou moins large des frontières. Elle va aussi commencer en fonction de la décision des compagnies aériennes. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est que les compagnies aériennes doivent apprendre maintenant à vivre dans un environnement sans recettes, avec beaucoup de coûts. Donc, elles vont s'ajuster, forcément. Quelle est la situation aujourd'hui? La plupart des compagnies aériennes aujourd'hui dans le monde connaissent une difficulté extrême. Les constructeurs d'avions d'abord. Boeing licencie 16 000 personnes. Airbus 15 000. Rolls-Royce, constructeur de moteurs d'avion, 8 000 personnes. Beaucoup de compagnies aériennes licencient jusqu'au tiers de leurs effectifs. Des grandes compagnies aériennes comme Lufthansa mettent au sol, ce qu'on appelle ground, des avions qui ne vont plus voler par centaines. Le super jumbo Airbus A380 va connaître en Europe la fin de sa vie. Toutes les compagnies qui en disposent ne vont plus les exploiter parce que le trafic se contracte. Oui. Il n'y a plus de perspective à court terme, à très court terme, d'activités qui autorisent les compagnies aériennes à engager beaucoup de capacités. Oui. Ce qui fait donc que l'activité économique va se contracter, en tout cas dans le cadre du transport aérien, et les compagnies aériennes sont appelées aujourd'hui à revisiter un peu leur plan de développement et à donc connaître une cure d'amaigrissement
Je veux dire pour arriver à la nouvelle vie qui va se présenter, parce que le futur va être différent. Mais justement, est-ce qu'il y a un protocole particulier pour un retour justement de la confiance? Parce qu'il faut que la confiance revienne, non? Oui, mais la confiance, elle revient d'abord au plan global. D'abord, il faut d'abord que la situation sanitaire s'améliore pour que les gens aient envie de voyager. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas voyager, même si vous leur donnez des billets gratuitement. C'est pour ça que les compagnies aujourd'hui ne mettent pas, ne donnent pas une offre très très importante comme par le passé. Vous voyez, les compagnies aériennes qui faisaient par exemple plusieurs vols par semaine entre deux destinations n'offrent plus que 2 ou 3 vols. Pourquoi? Parce que le trafic se contracte. Il ne s'agit pas seulement d'une confiance au niveau des compagnies aériennes, ou que il n'appartient pas aux compagnies aériennes de rétablir la confiance. C'est vrai qu'elles doivent faire leur travail, de toute façon, pour conquérir leur clientèle, pour conserver et conquérir leur clientèle. Mais la situation dans laquelle nous sommes est une situation qui dépasse le cadre des compagnies aériennes. C'est la vie en société, la vie des gens, la liberté de se déplacer qui, elle, est remise en cause aujourd'hui. Il faut que la situation se rétablisse normalement autant que possible. Les autorités nous disent qu'aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec le virus. Ça voudrait dire qu'en fait, la période post-Covid, c'est un abus de langage. Il n'y a pas de post-Covid. Le Covid va continuer. Sauf que cette fois-ci, peut-être qu'on va apprendre à vivre avec d'une manière un peu plus libre, si je puis exprimer ce terme, oui. Parce que notre liberté était quand même courte, contenue. Oui. Les compagnies aériennes vont suivre le mouvement. Elles mettront des offres en fonction de la demande qu'il y aura. Vous voyez qu'aujourd'hui, le tourisme connaît une crise sans précédent. Parce que les touristes ne vont plus se déplacer exactement comme par le passé. Tout simplement parce que les pays concernés sont des pays peut-être à problème du point de vue de la pandémie. Est-ce que les gens ne sont pas très rassurés de part et d'autre, je veux dire. Voilà, il fut un temps, c'est toujours le cas d'ailleurs, où ce sont les pays européens qui souffraient le plus de la pandémie que des pays africains, paradoxalement. Mais ce sont les pays européens qui sont les émetteurs de touristes vers les pays africains aujourd'hui. Vous voyez. Donc justement, est-ce que vous identifiez des opportunités pour l'Afrique par rapport à la relance économique qui est devenue nécessaire aujourd'hui, si nous parlons du transport aérien? De mon point de vue, le transport aérien intra-africain sera peut-être plus facile à reconquérir. Je veux dire, aujourd'hui, les mouvements entre régionaux, sous-régionaux aujourd'hui poseront peut-être moins de problèmes que vers l'international. Ne serait-ce que parce que nous sommes dans une communauté aujourd'hui. Dès lors que tous les pays de la zone UEMOA et de la zone CEDEAO ouvriront leurs frontières, je crois que le trafic reviendra à une situation pas tout à fait normale comme avant le Covid, mais en tout cas sera beaucoup plus résiliente de ce point de vue-là par rapport au trafic qu'on va connaître entre nos pays et l'Europe ou les autres continents. Maintenant, il s'agira, les études de l'IATA démontrent qu'il faut compter au moins 3 ans pour qu'on revienne à une situation normale. 3 ans, quand on disait ça, c'est parce qu'on se plaçait dans une période de post-Covid rapide. Entre-temps, des compagnies auront disparu. Beaucoup de compagnies auront disparu. Ça a Est-ce qu'il y a ce risque-là chez nous bien évidemment, il y a le risque partout. C'est pour ça que le gouvernement... Sénégal et ça. Non, je ne peux pas prédire pour Air Sénégal et ça. Pour Air Sénégal et ça, le problème, je crois qu'il est moindre par rapport aux autres compagnies qui sont des mastodontes, qui ont des préoccupations économiques beaucoup plus importantes. Air Sénégal et ça, c'est une petite compagnie. Elle est aujourd'hui soutenue par l'État, comme la plupart des compagnies aériennes d'ailleurs dans leur pays, pour rester en vie. Mais à la sortie du Covid, en tout cas, l'exemple des compagnies achevées, c'est de se préparer à une vie différente. Donc il faut venir armé, stratégiquement armé, autrement que par le passé. Il va falloir changer un peu notre mode d'existence. Il va falloir changer les paradigmes. C'est la dernière question, changer de paradigme. Dans quelle mesure on peut faire du transport aérien ici au Sénégal un levier de croissance pour décoller économiquement?
Le transport aérien est un des leviers de croissance, forcément. Mais on ne le sent pas en tout cas au Sénégal. Non, je crois que si, on le sent. L'aéroport de Dakar, je veux dire, la période du Covid ne doit pas nous faire quand même oublier tous les succès engrangés avant. L'aéroport de Dakar, c'est 2 500 000 passagers par an. Oui. C'est le premier aéroport de la zone UEMOA. Hein. Il n'y a que le Nigeria qui est devant le Sénégal, Abuja et Lagos. Les perspectives, en tout cas, qui étaient dessinées par les différents acteurs étaient très prometteuses. Simplement, il va falloir quand même qu'on sache, on connaisse l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est très simple. Une compagnie aérienne, que ce soit Air Sénégal ou n'importe laquelle, elle est obligée de gagner de l'argent pour continuer à vivre. Elle ne peut pas vivre tout simplement sur des subventions ou des deniers publics. Oui. Donc, il faut avoir un plan d'affaires, un business plan qui permette de s'ajuster et de s'adapter aux situations qui s'opposent. Le trafic va se contracter. La compagnie, comme les autres compagnies, devra s'adapter à cette situation-là. Elle-même, sa préoccupation devra être de réduire ses coûts au maximum et d'essayer de maximiser ses recettes sur des niches où elle peut avoir un avantage comparatif par rapport aux autres. Très bien. C'est ça la stratégie qu'elle doit mettre en œuvre. Merci Ibra Bironouane. Je sais que le sujet n'est pas épuisé, puisque nous avons des contraintes de temps. Merci d'être venu pour nous parler donc, du transport aérien en ces temps de reprise, de relance. Je rappelle que vous êtes expert de l'aviation et directeur général du groupe Aviation et Compagnie. Merci. Merci et bonsoir. Bouillon Culture à présent, Oussama Monique Sagna a choisi cette semaine les instruments de musique, notamment les instruments traditionnels africains, du bon rythme, du bon son, mais chargés d'histoire aussi. Histoire qu'elle nous raconte. L'art occupe une place importante dans les cultures africaines et la musique est l'un des moyens d'expression favoris des peuples. De nombreux instruments ont vu le jour sur le continent. Ils font même l'objet de classification. Nous avons des instruments qui sont fabriqués avec une peau d'animal. Nous l'avons dans le tama, des walo-walo. Nous l'avons dans le sabar, dans la batterie wolof, dans la batterie sérère. Nous l'avons aussi dans la batterie diola. Nous avons ce qu'on appelle les membraphones. Les membraphones, nous avons aussi ce qu'on appelle les cordaphones. Ce sont des instruments qui sont avec une corde qu'on pince. Nous l'avons au niveau de la kora, nous l'avons au niveau du khalam, nous l'avons au niveau du riti, nous l'avons au niveau du tursungalam et nous l'avons aussi dans tout ce qui est lié à une corde. Donc à partir de ce moment-là, nous avons deux types d'instruments. Mais il y a un troisième type d'instrument, ce sont les instruments dans lesquels on siffle, où on met de l'air pour que le son puisse sortir. Outre la mélodie qu'ils libèrent, ces instruments sont aussi liés à des fonctions sociales, mais avec la tendance à la musique moderne, leur rôle semble étouffé. Il est vrai que ces instruments ont des fonctions très claires. La kora joue l'épopée. L'épopée, ce sont les chants de gloire des grands rois. La kora joue une composition de gamme. C'est valable pour le khalam. Quand on parle, par exemple, de Djangake, on sait exactement que c'est les familles Djeng. Quand on parle de Tara, on sait que c'est El Hadj Oumar. Donc, ces fonctions-là, ce sont des fonctions fixées et figées. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces fonctions dans la musique traditionnelle. Ce qu'on appelle la musique tradimoderne. La musique tradimoderne a récupéré nos instruments pour soit compléter une composition occidentale, soit leur faire jouer un rôle qui n'est pas le leur. Baboulaye Sissoko est l'un des plus talentueux joueurs de kora au Sénégal. Pour ce griot, la kora est plus qu'un instrument, c'est un legs. Ndax instrument bi di kora dama ko donn ci sama papa Feu Banna Sissoko di ko ñaanal. Cet instrument, je l'ai hérité de mon papa Feu Banna Sissoko. Il était au Théâtre National Daniel Sorano depuis le temps de Senghor, avec qui il a fait le tour du monde d'ailleurs. À sa retraite, j'ai quitté le conservatoire pour Daniel Sorano après une audition. J'ai fait 20 ans au Daniel Sorano. C'est un héritage certes, mais je me suis perfectionné au conservatoire où j'ai appris et eu mes diplômes. Il est de plus en plus rare de voir des jeunes s'intéresser aux instruments africains, un des intérêts qui s'explique par plusieurs raisons. C'est parce qu'il y a deux règles aussi.
Il y a une règle, quand on prend les instruments liés à l'épopée, que ce soit le khalam, que ce soit la kora, que ce soit le mvep au Cameroun, on n'apprend pas à jouer un instrument. On apprend un code de vie. C'est en apprenant le code de vie qu'on pratique l'instrument. Donc ce n'est pas apprendre à jouer pour jouer. Quand Baboulaye Sissoko va apprendre à côté de son père, Bana Sissoko, la kora, Bana ne lui enseigne pas à jouer la kora. Bana lui transmet des valeurs de vie. Il forme un homme. C'est pourquoi il peut commencer à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans et ne terminer son apprentissage qu'à l'âge de 45 ou 50 ans, où il devient ce qu'on appelle un maître. Mais pour devenir un maître, il faut terminer un processus de vie sociale. Et les jeunes n'ont plus cette patience-là. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est aller apprendre un instrument pour connaître comment il fonctionne. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Moi, personnellement, j'ai juste quelques élèves. Alors que c'est un domaine intéressant et qui peut ouvrir beaucoup de portes. Nous, c'est cet instrument que nous connaissons. C'est avec nos propres instruments que nous pouvons rivaliser avec les Blancs, mais pas avec les leurs. La richesse des sonorités africaines trouve sa source dans la diversité des instruments de musique. Ces instruments ont acquis certes une notoriété, mais leur pratique n'emballe plus les jeunes à quelques exceptions près. Bonsoir Oussama. Ça bouillonne toujours dans le monde de la culture. Peut-on dresser une liste complète des instruments de musique africains? Cela va être une tâche très fastidieuse, Mamadou, parce que les instruments de musique africaine sont très, très nombreux. Mais on peut citer les plus célèbres et ceux qui résistent toujours au temps et qu'on retrouve un peu partout dans chaque région africaine. Il s'agit de la kora, c'est la star, le djemé, nous avons le balafon avec ses variantes, qu'on soit en pays sénofo ou en pays mandingue. Nous avons le riti peul, la flûte traversière peul également. Pour le riti, c'est partagé entre deux cultures ici au Sénégal. Enfin, les peuls et les sérères se partagent cet instrument. Nous avons les bombolons en pays djola également, etc., etc. Donc les instruments africains sont très nombreux. Un instrument peut se retrouver dans plusieurs pays également. Comment expliquer ce fait? C'est juste que nos cultures n'obéissent pas à nos frontières, Mamadou. Je disais tantôt que le riti est partagé entre les Peuls et les Sérères. De la même chose, on peut retrouver un instrument dans plusieurs régions africaines. Si on prend la kora est présente sur tout le territoire où Sundiata a régné. Comme l'a dit le professeur, la kora accompagne l'épopée et tout le monde connaît l'épopée mandingue, l'épopée de Sundiata. Donc au Sénégal, au Mali, en Gambie, on retrouve cet instrument. Là où s'arrête la Guinée aussi ne s'arrête pas la communauté Peul. De ce fait, on va retrouver les instruments de musique traditionnelle Peul dans d'autres pays africains où il y a des Peuls. La flûte traversière Peul également, on peut la retrouver dans les régions où il y a une forte présence de pasteurs ou bien d'éleveurs. Donc c'est ainsi, il y a une continuité culturelle. Et chez nous, au Sénégal, il y a des artistes qui se sont illustrés avec ces instruments traditionnels. Oh oui, ils se sont illustrés, ces instruments à la main. On se rappelle de feu, comment il s'appelle encore? Samba Diabaré Sam, merci beaucoup. J'étais sûr que voilà, il y a Boukounta Ndiaye également. Nous avons Simon Sen qui utilise le riti. Nous avons ce jeune musicien, Baboulaye Sissoko. C'est un grand musicien, je ne dirais pas jeune musicien. Donc c'est un très grand artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont illustrés avec ces instruments. Il y a aussi Samba Diarisso qui a le riti toujours à la main, il s'accompagne de ces instruments. Sunjulu Sissoko. Sunjulu, et voilà. Absolument. Sunjulu Sissoko également, Bana Sissoko, le père de Baboulaye également. Il faut le dire, certains résistent à la modernité en parlant de ces instruments traditionnels et se retrouvent dans des genres musicaux qu'on ne leur connaissait pas, n'est-ce pas? Surtout la kora. La kora, c'est la star. La kora est devenue même un instrument électrique donc qui s'accompagne dans plusieurs genres musicaux. On peut le retrouver dans le rap avec Awadi qui n'hésite pas d'utiliser la kora dans ses chansons. On retrouve la kora également dans le reggae avec Tiken Jah Fakoly. Donc il y a ces instruments qui résistent bien sûr et qui s'adaptent à la modernité ou bien à d'autres genres musicaux que nous consommons, que les Africains consomment, parce que la musique quand même est universelle et qu'il n'y a pas de frontières, la musique n'a pas de frontières. C'est pour cela que nous sommes
ici et ailleurs. Et justement, la Cora, c'est une des identités visuelles du groupe immédiat. Tout à fait. Merci Oussama Monique Sagna. À la semaine prochaine. Entre-temps, on vous retrouvera dans le JT. Bien sûr. Merci. Prenons la direction des États-Unis où se trouve notre compatriote, journaliste, mais surtout analyste politique, René Lake. Il est à Washington, D.C. Bonsoir, René Lake. Bonsoir, Mamadou Ibakan. René, nous allons parler d'abord de cette affaire George Floyd qui ne quitte pas l'Amérique, du nom de l'Afro-Américain tué fin mai par un policier blanc. Le président Trump a relancé la polémique le 14 juillet à l'occasion de l'Independence Day en soutenant qu'il y a plus de blancs tués par des policiers que de noirs. Il semblerait que le chef de la Maison-Blanche n'ait pas totalement tort, même s'il y a des Afro-Américains, cette fois-ci de manière précise, qui seraient davantage tués. Le confirmez-vous et quelle est votre analyse? Oui, en fait, écoutez, les Noirs représentent quoi? 13-14% de la population américaine. Donc, il est évident qu'en termes de chiffres absolus, il y a plus de blancs tués que de noirs. Donc, la question, une analyse en chiffres absolus n'est pas pertinente. Ce qu'il faut voir, c'est l'analyse en chiffres relatifs. En chiffres relatifs, Mamadou Ibrakan, je peux vous dire qu'il y a 2,5 fois plus de noirs tués par la police que de blancs. 2,5 fois plus. Le chiffre est extrêmement important, mais bien entendu, c'est en termes relatifs. Mais justement, pourquoi la grande Amérique, quand même, les données statistiques, ça compte, c'est important. Il n'y a pas de données nationales pour que finalement qu'on ait cette polémique-là? Si, bien sûr qu'il y en a. Le chiffre que je vous donne, les 2,5 fois plus, c'est un chiffre de plusieurs études. Il n'y a pas qu'une seule étude. Il y a des tas d'études qui sont faites tous les jours. Je peux vous en donner d'autres par rapport à la question du racisme systémique ici aux États-Unis, mais en particulier concernant la police. Par exemple, si vous prenez les arrêts dans la circulation, ce qu'on appelle les traffic stops, il y a 24% des arrêts, des contrôles policiers, 24% pour les blancs, 16% pour les latinos, 5% pour les autres, alors que vous êtes à 40% pour les noirs, qui ne représentent encore, je vous rappelle, que 13 ou 14% de la population. Donc, dire que la police a la même attitude face aux blancs qu'elle ne l'a face aux noirs ou même aux latinos, ce n'est vraiment ça ne correspond pas à la réalité. Et pourquoi cette polémique, René Lake? Écoutez, je crois que, vous savez, pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité politique aux États-Unis, Donald Trump est rentré dans le jeu politique en 2016, avec les élections de 2016, mais même un peu avant, une année avant, quand il a annoncé sa candidature, il est rentré avec un discours raciste. C'est d'abord le discours, je vous rappelle que c'était lui, l'un des principaux animateurs de ce courant qui a annoncé et qui disait qu'il voulait convaincre les Américains que Barack Obama, le premier noir président des États-Unis, n'était pas vraiment un Américain, ce qu'on appelait le Birth Movement. Et ensuite, donc, quand il a fait sa déclaration, qu'il a annoncé qu'il voulait être le président, qu'il allait se présenter à la présidence, je ne sais pas si vous vous souvenez, il descendait de cet escalateur là dans sa tour sur la 5e avenue à New York. Ouais. Et l'une des premières choses qu'il a annoncé, c'est que oui, écoutez, on va régler la question du racisme parce que vous savez, les Mexicains, pour l'essentiel, ce sont des violeurs. Donc tout de suite, dans son discours politique, il a structuré son discours politique autour de la diabolisation des autres. Tout ce qui n'est pas blanc est un danger pour l'Amérique et pour la préservation de l'identité américaine. Quittons cette question raciale, René Lake, si vous le voulez bien, pour parler de la décision de l'Union européenne d'interdire son espace à de nombreux pays, dont les États-Unis. Ça fait beaucoup de bruit en Afrique. Il y a des pays qui s'en offusquent. Mais comment cette mesure est accueillie par l'administration Trump?
Oui, écoutez, Trump, dans une interview à Fox ce matin, était pratiquement de renverser la situation en disant, écoutez, nous-mêmes, nous avions banni les entrées des Européens il y a quelques mois ici aux États-Unis, comme pour dire que c'est un peu la roue qui tourne. Mais vous savez... oui, l'Europe quand même alliée traditionnelle des États-Unis. On se souvient de ce qui s'est passé pendant les guerres mondiales, notamment la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre mondiale. C'est un pied de nez à l'histoire, non? Quelque part, mais on pourrait dire qu'ici, on est dans une situation de danger qui est relativement différent. On n'est pas dans un conflit militaire. Certes, beaucoup de chefs d'État, de leaders à travers le monde, y compris en Afrique, parlent se présentent comme des présidents en guerre contre un virus invisible. Mais écoutez, je vous rappelle, Mamadou Ibra, que les États-Unis ne représentent que 5% de la population mondiale et les États-Unis à eux seuls ont 25% des cas de contamination dans le monde. Donc c'est pratiquement une poudrière sanitaire que nous avons ici aux États-Unis et on comprend tout à fait que l'Union européenne puisse préserver un peu sa situation, d'autant plus que l'Europe est actuellement le seul continent où le taux de transmission est en baisse globalement, puisqu'il y a certains pays, comme vous le savez, où malheureusement c'est en hausse, mais globalement c'est le seul continent. Tous les autres continents, l'Afrique, l'Asie et les États-Unis, comme l'Amérique latine, le virus est en progression. Actualité africaine, nous atterrissons sur le continent, le Mali, avec cette forte recommandation de la mission de la CEDEAO qui parle de l'urgence de mettre en place d'un gouvernement d'union nationale, 50% pour la coalition au pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% pour la société civile. Une bouffée d'oxygène pour le président Ibeka qui ne devrait pas être obligé finalement de quitter le pouvoir là tout de suite? Oui, si on s'en réfère à la revendication, l'une des revendications principales du mouvement du 5 juin, c'est sûr qui principalement demande son départ. Effectivement, on ne peut même pas imaginer que dans le cadre d'une négociation, un intermédiaire puisse aller à une proposition aussi peut-être, je ne sais pas, extrême selon la position que l'on peut avoir sur ce conflit-là. Et mieux d'ailleurs, la CEDEAO insiste pour que la transmission du pouvoir, la dévolution du pouvoir, la conquête du pouvoir se fasse dans les règles démocratiques. Tout à fait, avec des élections, etc. Et ils ont également mentionné qu'il faudrait procéder à un certain nombre de concessions. En fait, ils ont fait quelques concessions au niveau de la Cour constitutionnelle et ils ont fixé le délai au 31 juillet pour montrer qu'il y a quand même urgence, qu'on ne peut pas attendre plus longtemps. Mais comme vous le savez, Mahmoud Dicko et les autres membres du M5 n'ont pas particulièrement accueilli cette proposition avec faveur. Un président Ibeka plus que jamais affaibli ou pas? Écoutez, Mamadou Ibra, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce papier, vous devez vous en souvenir, c'était une étude qui est sortie, je crois que c'était au mois de mars, mi-mars, peut-être début avril, mais je crois au mois de mars. Le titre, c'était un centre d'études français, le Centre d'analyse et de prévision stratégique, le CAPS, qui avait fait un papier, l'effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce papier-là, mais quand je regarde la situation en Afrique de l'Ouest, au Mali en particulier, ce qui se passe en Guinée, la situation en Côte d'Ivoire est quand même un peu différente, le conflit presque constitutionnel, institutionnel devrais-je dire, en Mauritanie. On se dit, mais au fond, dans ce papier, vous vous souvenez, il parlait du discrédit des élites politiques et du risque d'effondrement de certains pays que cela peut poser. Et je passe maintenant sur la question de sécurité par rapport au Niger, au Burkina Faso, etc. Donc j'avoue que je n'arrive pas à m'empêcher de penser à ce papier-là et de me dire, tiens, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est en train de se passer au Mali, qui est peut-être le maillon le plus faible de la chaîne. Et puis pour terminer cet entretien, vous me l'avez demandé, je vous le concède, vous tenez à rendre hommage à John Lewis, un des derniers géants de la lutte des droits civiques, comme vous le dites. C'est quoi cet hommage, René Leïc?
Oui, écoutez, c'était un géant, comme vous le dites, un titan, une légende du mouvement de libération des Noirs américains, des panafricanistes, de l'Afrique, des Noirs dans le monde. Je vous rappelle que c'était le dernier survivant des orateurs du fameux, vous vous souvenez du discours de 1963, la fameuse marche noire à Washington en 1963 avec Martin Luther King. C'est aussi lui qui, en 1965, quand il y avait sur le pont à Selma, qui avait été, comment on appelle ça, bastonné, matraqué par la police, au point que, vous savez, il a vécu toute sa vie avec des plaques en aluminium dans le crâne, parce que son crâne avait été complètement écrabouillé. On pensait même qu'il ne survivrait pas à ses blessures. Donc c'était vraiment un homme d'une très très grande valeur, d'une très grande probité personnelle, et bien entendu un leader noir de mesure tout à fait incommensurable, je pourrais dire. Merci René Lake. Avec vous donc cette pensée pour John Lewis. René Lake, analyste politique sénégalais basé à Washington DC aux États-Unis. Il était le diplomate de ce dimanche. Ailleurs, il s'agit d'un grand angle sur la filière laitière dans la région sud du Sénégal qui est Kolda, une véritable mamelle de l'économie du Fouladou. La nouvelle donne est rendue possible par les efforts consentis dans l'installation des plateformes de collecte et des unités de transformation. La bataille pour la disponibilité du lait en toute saison reste à présent la priorité. Seydou Diatta nous accueille avec une calebasse remplie de lait. Regardez. Ces dernières années, le problème de collecte, de transformation et de conservation du lait avant la commercialisation ne semble plus un souci majeur au Fouladou. Des plateformes, des unités de transformation et des laiteries poussent comme des champignons dans la localité. Et la filière ne cesse d'enregistrer des innovations, comme dans cette unité où la patronne Madame Tidambalou excelle dans la fabrication de fromage. Le fromage fermier peut générer beaucoup d'emplois. Parce que le fromage, c'est une chaîne. Il y a le producteur, il y a le collecteur. Et on valoriser l'exploitation familiale. Parce que 95% du lait au Sénégal vient de l'exploitation familiale. Dans cette partie sud du pays, zone agro-silvopastorale par excellence, la filière lait constitue désormais l'une des mamelles économiques de la région. La seule contrainte reste cependant la disponibilité des produits en quantité suffisante en toute saison. Kolda est la deuxième région du secteur national et pendant certaines périodes de l'année, durant les périodes de soudure, il se pose comme une équation fondamentale aux producteurs l'accès à l'aliment de bétail. Et aujourd'hui, en plus de ce que fait l'État en termes de renforcement de l'accès à l'aliment de bétail, nous sommes en train de développer des initiatives locales qui permettent de produire localement du fourrage qui, durant ces périodes-là, permettra aux producteurs d'avoir un accès suffisant à l'aliment de bétail pour mieux renforcer la productivité des races locales et également booster la production laitière. On a envie de former 4 cohortes, une cohorte en production fourragère, une cohorte sur le solaire, une cohorte sur la production laitière et une autre cohorte sur la transformation des produits laitiers. C'est un projet qui est élaboré par Enda Energy et qui est donc financé par la coopération allemande, la GIZ, à travers le programme Réussir au Sénégal. L'objectif visé à travers ce programme est d'accroître la production et la productivité laitière. Mais dans un contexte marqué par une économie asphyxiée par la pandémie du Covid-19, l'initiative apparaît comme une réponse appropriée pour la relance des activités économiques. Le programme Réussir au Sénégal, dans le cadre duquel est intégré le projet Doylou, a pour ambition d'élargir les perspectives économiques et les perspectives d'emploi pour les jeunes ici au Sénégal. Donc, dans chacune des régions, nous essayerons de partir d'une analyse de l'économie de chaque territoire, de manière à pouvoir identifier les créneaux porteurs, c'est-à-dire les domaines de l'économie qui présentent un réel potentiel de création de valeur ajoutée. Et dans la région de Kolda, on a compris que tout ce qui touche l'agriculture, tout ce qui touche l'élevage, se présente un peu comme des niches d'emploi. Nous savons que tôt ou tard, nous allons sortir de cette pandémie de Covid-19.
Mais donc dans ce cas, il faut qu'il y ait des activités pour relancer l'économie sénégalaise, surtout nous les jeunes dans la région de Kolda, plus particulièrement dans le département de Médina Yoro Foulah. Après cette histoire de Covid, de pandémie qui a vraiment bouleversé le monde entier et l'économie, nous pensons que ce projet constitue une réponse à cette pandémie pour en fait renforcer le dispositif qui existe, mais surtout les moyens et les capacités des populations à faire face. Donc, avec ce projet, on pourra garantir la production laitière en toute saison. En misant sur le développement de la chaîne de valeur lait et sur l'amélioration de la productivité ainsi que la commercialisation et la transformation, Enda Energy, à travers le projet Doylou, est en train de permettre aux populations locales de créer de la richesse à partir des potentialités locales. Tranche de vie, extrait d'un grand reportage d'ITV sur Ousmane Tanor Dieng le 15 juillet 2020, premier anniversaire du décès du secrétaire général du Parti socialiste. Nous en avons parlé sur cette antenne. Président du Haut Conseil des collectivités territoriales et maire de Nguéniène, l'ancien bras droit du président socialiste Abdou Diouf a marqué son passage dans les hautes sphères de l'État sénégalais. Un homme politique, un homme d'État qu'ITV a choisi de documenter à travers ce grand reportage d'Amago Robernian diffusé il y a quelques mois. Sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne, les regards et les caméras sont braqués sur le ciel. Tous guettent l'arrivée de la dépouille d'Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, par ailleurs secrétaire général du Parti socialiste. Tu vivras toujours dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Que la terre natale de Nguéniène, que tu as tant aimée, et où tu as souhaité reposer auprès des siens, te soit légère. Adieu, fidèle et loyal compagnon, repose en paix pour l'éternité. Amen. Décédé en France des suites d'une maladie, le maire de Nguéniène a droit aux honneurs de la République, en présence de sa famille, de ses frères d'armes du Parti socialiste et d'officiels d'ici et d'ailleurs, dont le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Un hommage national rendu à l'homme d'État. Des honneurs et distinctions à titre posthume lui sont aussi décernés par la République. Monsieur Ousmane Tanor Dieng, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Lion. Témoin et gardien muet des secrets d'État, Ousmane Tanor Dieng est né en 1947, diplômé de l'École nationale d'administration, option diplomatie. Avant l'ENAM, il a été accueilli par l'École supérieure des travaux publics ESTP. En 1976, il intègre l'administration sénégalaise et occupe la fonction de conseiller au ministère des Affaires étrangères, ainsi que celle de conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor, puis auprès du président Abdou Diouf. En 1988, il est nommé ministre directeur de cabinet auprès du président Diouf. En 1993, Tanor Dieng arrive au cœur du pouvoir en devenant ministre d'État en charge des services et des affaires présidentielles. Pour ce qui est de sa vie politique, Ousmane Tanor Dieng a occupé le poste de secrétaire général de la coordination départementale de Mbour, puis celui de l'union régionale de Thiès. Cette ascension le mène en mars 1996 au poste de premier secrétaire du Parti socialiste et secrétaire national aux relations internationales. Si un faiseur de miracles se levait et disait pour qu'il revive, nourrit, l'écluse des rues s'ouvrirait et les hommes s'y jeteraient par milliers. Mais il n'y a pas de miracle.
n'y a pas de miracle. Nous allons faire maintenant une immersion dans le monde animalier. Nous vous avions promis cette semaine de vous parler des pélicans et de leur noblesse, promesse remise à plus tard. Nous évoquons ce soir un animal plus que jamais d'actualité qui a dit que la petite bête ne pouvait pas vaincre la grosse. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, disait La Fontaine dans la fable Le lion et le rat. Le wank en wolof, cantaride en français, est certes petit par la taille, mais grand par son pouvoir de nuisance. Les premières pluies nous rappellent encore cette année. Saviez-vous que les wanks, ces petits insectes verts, peuvent vous laisser des plaies plus grosses qu'eux-mêmes sur la peau? Kessendour nous en parle. L'hivernage, les vacances des enfants, la campagne agricole, mais aussi ses désagréments. On peut dire que la cantaride fait partie d'entre eux. Aussi appelée mouche espagnole ou mouche de Milan, on la retrouve dans les campagnes sénégalaises. Ce coléoptère de 12 à 21 mm de long est d'ailleurs plutôt joli. Son corps allongé et de couleur vert brillant lui conférerait presque un aspect rassurant. Je dis bien presque car quiconque a ou a eu l'habitude de fréquenter nos villages ne se trompera pas à le confondre avec une luciole ou un simple scarabée. La cantaride est plus dangereuse qu'il n'y paraît. Appelé wank en wolof, il suffit de quelques instants à ce petit animal pour faire de gros dégâts. Pour décourager les prédateurs, la cantaride sécrète une odeur forte, assez désagréable, qui rappelle celle des rongeurs. Et si cela n'est pas suffisant, notre coléoptère exsude par ses articulations une substance jaunâtre appelée hémolymphe. Hautement toxique, ce liquide contient de la cantaridine et donc de l'acide acétique et de l'acide urique qui provoquent des brûlures sur la peau et constituent un vrai danger pour les yeux. Il faut dire que déjà à la naissance, il n'a rien d'un cadeau. Dès l'état larvaire, cet insecte est considéré comme un parasite. Déposé par sa mère aux abords des nids d'abeilles, il se nourrit des œufs et pille les réserves de pollen ainsi que de nectar. Un vol caractérisé et systématique qui lui permet de passer de l'état larvaire à l'état nymphal, puis à celui d'adulte par la suite. Ce n'est qu'une fois leur croissance terminée que ces petits énergumènes changent de régime alimentaire pour se tourner vers les feuilles de mil, de sorgho, de maïs, de gombo, de niébé, de bissap ou encore d'arachide. Et là non plus, cela ne fait pas que des heureux. Ce nouveau repas, qui n'est pas sans déplaire aux agriculteurs, ravage littéralement les cultures. Nos coléoptères dévorent les pollens et les fleurs femelles du mil, par exemple, provoquant l'avortement des grains et une augmentation de la fréquence des épis stériles. Pour le niébé, l'attaque, elle, a lieu au moment de la floraison et rend également impossible la reproduction. De quoi mettre en péril toute une récolte ici, au Sénégal. Pire, en Europe méridionale et centrale, en Asie et en Amérique, c'est tout l'écosystème des forêts qui est parfois menacé. En conclusion, vous l'aurez compris, la cantaride fait partie de ces êtres faussement séduisants dont il vaut mieux fuir la compagnie. Bonsoir, Kessendour. Bonsoir, Maoudou. Que faire quand on est piqué par le wank? Bon, déjà, la première des choses à faire, c'est de désinfecter abondamment avec de l'eau et ensuite d'appliquer un désinfectant et le même traitement que pour une brûlure par la chaleur classique, donc en principe une crème à base de nitrate d'argent. On sait que ça marche extrêmement bien, mais il faut savoir aussi, et ça c'est une bonne chose, que les plaies des brûlures causées par cet insecte ne laissent en général pas de cicatrices.
On le sait, et tu me le fais dire, beaucoup de venins sont également utilisés comme remède. Le sien, c'est-à-dire celui du wànq, a-t-il des vertus médicinales? Alors ce venin, c'est la cantharidine et elle a été isolée par la première fois, il faut le préciser, en 1810 tout simplement par un pharmacien français qui s'appelait Pierre-Jean Robiquet et elle est actuellement très utilisée en dermatologie. Elle est également très souvent utilisée pour traiter les verrues et une infection virale que l'on appelle la molluscum contagiosum et qui laisse des plaies, des plaques, des brûlures comme celles en réalité que la cantharide laisse sur les êtres humains par exemple. Et ben ce venin-là est utilisé pour traiter le même type de plaie, mais à condition qu'il soit extrêmement dilué parce que sa toxicité est très importante. Et puis il y a une deuxième utilisation qui, elle, n'est plus tellement médicale, mais plus paramédicale. On prête à cette cantharidine des propriétés aphrodisiaques. Et ce, depuis l'Antiquité, par exemple, on retrouvait notamment des petites quantités de cette cantharidine sous forme de poudre dans les dragées d'Hercule ou les pastilles de Richelieu qui étaient à l'époque fournies par le marquis de Sade. Merci Kessen. J'ai passé mon temps à dire wànq, mais il paraît on dit comment? Wànq. Wànq. C'est un de nos techniciens qui m'a fait répéter son nom plusieurs fois. La semaine prochaine? Bon, on va se lancer sur le pélican, là, ça y est. Okay. Je pense qu'il est temps qu'on y aille. Très bien. Merci Kessen. Dimanche prochain. C'est la fin de cette totale dimanche. Nous allons quand même avoir cette pensée pieuse pour Ousmane Blay Mbaye, premier directeur du site seneweb.com que vous connaissez très bien. Nos condoléances à son frère Daouda Mbaye, à Salam Fall, actuel directeur général de Seneweb, et à tous les confrères Ousmane Blay Mbaye, que nous avons connus d'ailleurs, appréciés, qu'il repose en paix pour l'éternité. Et puis, vous avez suivi ce reportage, ce dossier sur les évanouissements avec deux jeunes consoeurs de Sen TV et de Walf TV. Prenez le temps de vous reposer et faites surtout un peu de sport. Ça aide beaucoup. Le très sportif Boubacar Diallo vous fera toc-toc demain à 6h30. Ce sera avec Kessen et tous les autres, n'est-ce pas? Et puis, plus tard, à 18h30, Khalifa Diakhaté pour reprendre les droits de la Total bloc d'infos. Et nous lancerons, vous allez voir, pour la présentation du JT, deux jeunes dames pleines de talent. Vous allez le découvrir à partir de demain lundi, Inch'Allah. Puisque nous parlions de sport, Malik Thiandoum va arriver avec sa Dream Team à 22h. Omnisport, merci Mas Oumar Khan, chef d'édition, Mas Mboup, réalisateur, et toute l'équipe de techniciens et de journalistes qui ont participé à cette totale dimanche. Bonsoir et excellente semaine surtout, gardez la fraîcheur.